1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 3. Suite. Cependant, elle n'en faisait aucune critique générale. Elle ne s'intéressait à la doctrine du parti que lorsque celle-ci touchait à sa propre vie. Il remarqua qu'elle ne se servait jamais de mots novlangues, sauf ceux qui étaient devenus d'un usage journalier. Elle n'avait jamais entendu parler de la fraternité et refusait de croire à son existence. Toute révolte organisée contre le parti lui paraissait stupide, car elle ne pourrait être qu'un échec. L'acte intelligent était d'agir à l'encontre des règles et de rester quand même vivant. Winston se demanda vaguement combien il pouvait y en avoir comme elle dans la jeune génération, qui avait grandi dans le monde de la Révolution, qui ne connaissait rien d'autre, et acceptait le parti comme quelque chose d'inaltérable, comme le ciel. Il ne se révoltait pas contre son autorité, mais simplement l'évitait, comme un lapin se soustrait à la poursuite d'un chien. Ils ne discutèrent pas de la possibilité de se marier. C'était une possibilité trop vague pour que l'on prît la peine d'y penser. Aucun comité imaginable ne sanctifierait jamais une telle union, même si Winston avait pu se libérer de Catherine, sa femme. Même en rêve, il n'y avait pas d'espoir. « Comment était-elle, ta femme » demanda Julia. « Elle était... Connais-tu le mot novlangue bien pensant, qui veut dire naturellement orthodoxe, incapable d'une pensée mauvaise ?» Non, je ne connais pas le mot, mais je connais assez bien ce genre de personne. Il se mit à lui raconter l'histoire de sa vie maritale, mais elle paraissait en connaître curieusement déjà les parties essentielles. Elle lui décrivit, presque comme si elle l'avait vu ou ressenti, le raidissement du corps de Catherine dès qu'il la touchait, et la manière dont elle semblait le repousser de toutes ses forces, même quand ses bras étaient étroitement serrés autour de lui. Il n'éprouvait aucune difficulté à aborder de tels sujets avec Julia. Catherine, de toute façon, avait depuis longtemps cessé d'être un souvenir pénible. Elle était simplement devenue un souvenir désagréable. « Je l'aurais supporté s'il n'y avait pas eu une chose, dit-il. » Il raconta à Julia la petite cérémonie frigide à laquelle Catherine le forçait à prendre part un soir chaque semaine. Elle détestait cela, mais rien ne pouvait l'empêcher de le faire. Elle avait l'habitude d'appeler cela « mais tu ne devineras jamais ». « Notre devoir envers le parti, acheva promptement Julia. « Comment le sais-tu » ? « J'ai été en classe aussi, chère. Il y avait des causeries sur le sexe pour les plus de 16 ans une fois par mois. Il y en avait aussi au mouvement de la jeunesse. On vous le rabâche pendant des années. Je crois que cela réussit dans un bon nombre de cas, mais naturellement, on ne peut jamais dire. Les gens sont de tels hypocrites. » Elle se mit à développer le sujet. Avec Julia, tout revenait à sa propre sexualité. Dès que l'on y touchait d'une façon quelconque, elle était capable d'une grande acuité de jugement. Contrairement à Winston, elle avait saisi le sens caché du puritanisme du parti. Ce n'était pas seulement parce que l'instinct sexuel se créait un monde à lui hors du contrôle du parti qu'il devait si possible être détruit. Ce qui était plus important, c'est que la privation sexuelle entraînait l'hystérie, laquelle était désirable car on pouvait la transformer en fièvre guerrière et en dévotion pour les dirigeants. Julia expliquait ainsi sa pensée. Quand on fait l'amour, on brûle son énergie. Après on se sent heureux et on se moque du reste. Ils ne peuvent admettre que l'on soit ainsi. Ils veulent que l'énergie éclate continuellement. Toutes ces marches et contre-marches, ces acclamations, ces drapeaux flottants, sont simplement de l'instinct sexuel aigri. Si l'on était heureux intérieurement, pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les plans de 3 ans, les 2 minutes de haine, et tout le reste de leur foutue baliverne? Il pensa que c'était tout à fait exact. Il y avait un lien direct entre la chasteté et l'orthodoxie politique. Sinon, comment aurait-on pu maintenir au degré voulu, chez les membres du parti, la haine et la crédulité folle dont le parti avait besoin, si l'on emmagasinait quelques puissants instincts et ne l'employait comme force motrice? L'impulsion sexuelle était dangereuse pour le parti, et le parti l'avait détournée à son profit. Il avait joué le même jeu avec l'instinct paternel. La famille ne pouvait être réellement abolie, et en vérité,
On encourageait les gens à aimer leurs enfants presque à la manière d'autrefois. D'autre part, on poussait systématiquement les enfants contre leurs parents. On leur apprenait à les espionner et à rapporter leurs écarts. La famille, en fait, était devenue une extension de la police de la pensée. C'était un stratagème grâce auquel tous, nuit et jour, étaient entourés d'espions qui les connaissaient intimement. Son esprit revint brusquement à Catherine. Elle l'aurait indubitablement dénoncé à la police de la pensée si elle n'avait été trop stupide pour deviner la non-orthodoxie de ses opinions. Mais ce n'est pas cette pensée qui avait ramené son esprit à Catherine. C'était la chaleur étouffante de l'après-midi qui mouillait son front de sueur. Il se mit à raconter à Julia ce qui était arrivé, ou avait failli arriver, il y avait 11 ans, par un lourd après-midi d'été. C'était 3 ou 4 mois après leur mariage. Ils s'étaient égarés au cours d'une sortie collective, quelque part dans le Kent. Ils étaient restés en arrière des autres pendant 2 minutes. Ils tournèrent où il ne fallait pas, et se trouvèrent arrêtés net par le bord d'une vieille carrière de craie. C'était une pente à pic de 10 ou 20 mètres, qui se terminait à la base par des rochers. Il n'y avait personne à qui ils auraient pu demander leur chemin. Catherine, dès qu'elle se rendit compte qu'ils s'étaient égarés, fut très mal à son aise. Se trouver éloignée même pour un instant de la foule bruyante de la randonnée lui donnait l'impression de mal agir. Elle voulait revenir rapidement en arrière et se mettre à chercher dans une autre direction. Mais Winston à ce moment remarqua quelques touffes de lysimaque qui poussaient au-dessous d'eux, dans les anfractuosités de la falaise. Il y avait une touffe de 2 couleurs, rouge brique et bleu, qui poussait apparemment sur la même racine. Il n'avait jamais rien vu de ce genre. Il appela Catherine et lui dit de venir voir la touffe. « Voyez, Catherine, regardez ces fleurs, cette touffe en bas, près du pied de la falaise. Voyez-vous ? Ces fleurs sont de 2 couleurs différentes. » Elle s'était déjà retournée pour partir, mais d'assez mauvaise grâce, elle revint un instant. Elle se pencha même par-dessus la falaise pour voir l'endroit qu'il lui désignait. Il était debout un peu derrière elle et il posa la main sur sa ceinture pour la retenir. Il se rendit soudain compte à ce moment combien ils étaient complètement seuls. Il n'y avait nulle part de créature humaine. Pas une feuille ne bougeait, pas même un oiseau n'était éveillé. Dans un endroit comme celui-là, le danger qu'il y eût un microphone caché était minime, et même s'il y en avait eu un, il n'aurait enregistré que des bruissements. C'était l'heure de l'après-midi la plus chaude, la plus propice au sommeil. Le soleil flamboyait, la sueur perlait au front de Winston. L'idée lui vint alors. « Pourquoi ne lui as-tu pas donné une bonne poussée » dit Julia. « Je l'aurais fait. »« Oui, chérie, tu l'aurais fait. Moi aussi, si j'avais été alors ce que je suis maintenant. Ou peut-être l'aurais-je. Je n'en suis pas certain. Regrettes-tu de ne pas l'avoir fait ?» Ils étaient assis côte à côte sur le parquet poussiéreux. Il l'attira plus près de lui. La tête de Julia reposait sur son épaule, le parfum agréable de sa chevelure dominait l'odeur de fiente de pigeon. « Elle est jeune, pensa-t-il, elle attend encore quelque chose de la vie. Elle ne comprend pas que pousser par-dessus une falaise quelqu'un qui ne vous convient pas ne résout rien. »« Cela n'aurait, à vrai dire, rien changé, dit-il. »« Alors pourquoi regrettes-tu de ne l'avoir pas poussé ?»« Parce que je préfère un positif à un négatif, voilà tout. Au jeu que nous jouons, nous ne pouvons gagner. Mais il y a des genres d'échecs qui valent mieux que d'autres. Rien de plus. » Il sentit l'épaule de Julia qui s'agitait en signe de dénégation. Elle le contredisait toujours quand il disait quelque chose de ce genre. Elle n'acceptait pas que ce fût une loi de la nature que l'individu soit toujours vaincu. Elle aussi, en quelque façon, se rendait compte qu'elle était condamnée. Tôt ou tard, la police de la pensée la prendrait et la tuerait. Mais d'un autre côté, elle pensait qu'il était possible de bâtir un monde secret dans lequel on pouvait vivre selon ses goûts. Tout ce qui était nécessaire, c'était de la chance, de l'habileté et de l'audace. Elle ne comprenait pas qu'il n'existait point de bonheur, que la seule victoire résidait dans l'avenir, longtemps après la mort, et que du moment que l'on avait déclaré la guerre au parti, il valait mieux se considérer tout de suite comme un cadavre. « Nous sommes des morts, disait-il. »« Minute, nous ne sommes pas encore morts, répondait Julia prosaïquement. Pas physiquement. On peut imaginer que nous en avons pour 6 mois, 1 an, 5 ans. J'ai peur de la mort. Toi, tu es jeune. Tu as probablement plus peur que moi. Évidemment, nous repousserons la mort aussi longtemps que nous serons humains.
La vie et la mort seront la même chose. Oh, des blagues. Avec qui tu préfères coucher? Avec moi ou avec un squelette? Est-ce que tu n'es pas content d'être vivant? Est-ce que tu n'aimes pas sentir que ceci est toi? Ceci ta main? Ceci ta jambe? Que tu es réel, solide, vivant? Et ça, dis, tu n'aimes pas ça? Elle tourna vers lui son buste et appuya contre lui sa poitrine. Il pouvait sentir, à travers sa blouse, les seins lourds, mais fermes. Le corps de Julia semblait verser dans le sien un peu de sa jeunesse et de sa vigueur. Oui, j'aime cela, répondit-il. Alors cesse de parler de mourir, et maintenant écoute, il nous faut fixer notre prochain rendez-vous. Nous pourrons retourner à la clairière du bois. Nous l'avons laissé reposer un bon bout de temps. Mais cette fois, tu t'y rendras par un autre chemin que la dernière fois. J'ai tout combiné. Tu prends le train. Mais regarde, je vais te le dessiner. Et à sa manière pratique, elle racla et amassa un petit carré de poussière. Ensuite, à l'aide d'une brindille prise dans un nid de pigeon, elle se mit à dessiner une carte à même le sol.